Bilan de la guerre en Iran, la dernière conférence de presse de Trump, va-t-il passer à l'acte, détruire toutes les infrastructures civiles iraniennes selon vous? Écoutez, avec Trump, c'est difficile à dire, hein. Vous savez, on a pris l'habitude d'un président qui, en fonction de ses humeurs, souvent d'ailleurs, manie le chaud et le froid, parle de négociations et tout à coup parle de détruire un pays. J'entendais hier d'ailleurs cette conférence de presse et les suites d'ailleurs de ce week-end pascal qui avait commencé, faut le préciser, avec un message de Trump où il disait il disait aux Iraniens, il enjoignait les Iraniens à réouvrir ce fucking détroit d'Ormuz. Fucking détroit d'Ormuz pour le week-end pascal. C'était pas mal. Mais la conférence de presse a été complètement délirante avec des annonces comme une description justement du raid aérien mené par les forces spéciales américaines, le JSOC, pour récupérer le pilote et son navigateur, avec des affirmations comme quoi les forces spéciales américaines étaient capables de réparer des hélicoptères en 10 minutes, enfin, des choses complètement folles, mais sur l'objet qui nous concerne, en l'occurrence la potentielle destruction des infrastructures électriques iraniennes, quand un journaliste, a posé la question en disant, mais attendez, vous savez que ça équivaut à des crimes de guerre. Il a dit qu'ils s'en fichaient complètement et que surtout les Iraniens étaient des animaux. C'est Voilà. ça. Voilà, donc il avait déjà dit enfin au début du conflit, quand les choses n'allaient pas tout à fait dans le sens qu'il l'espérait, que les Iraniens n'avaient pas les mêmes gènes que nous, ce qui structurellement est totalement faux, puisque les Iraniens sont des Indo-Européens, donc Totalement, ouais. de la même souche que les Européens. Voilà, ce ne sont pas les peuples sémites, c'est très différent des peuples arabes. Donc bon, mais ça c'est pas le problème, ça fait pas partie du logiciel de Donald Trump. La vraie question, c'est que moi je pense que Donald Trump, à ce stade, dans cette guerre, est traversé par un problème principal, c'est que, à la différence peut-être des conflits précédents, et à la différence par exemple de problèmes comme le Venezuela, on va pas dire que Donald Trump connaît intimement les rouages de l'idéologie chaviste, de l'histoire du Venezuela, mais si vous voulez, il y a une sorte d'entente, de compréhension, on va dire, de l'adversaire qui peut être effectivement soumis par la force. Et malheureusement, dans le cas iranien, nous sommes face à un président qui ne comprend pas son ennemi, qui ne le comprend pas, alors que l'ennemi lui-même, et l'Iran le prouve pratiquement tous les jours avec cette façon de mettre en dérision l'administration Trump, Trump lui-même, avec des animations absolument incroyables, faites avec des Legos, avec voilà, des choses très 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 au fait de l'actualité et de la culture des États-Unis. Les Iraniens nous connaissent par cœur. C'est ça le problème principal de ce conflit, il est là. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas les Iraniens, nous ne nous intéressons pas aux Iraniens, enfin je parle en particulier de Donald Trump, et là, lui se trouve face à un adversaire totalement sous-estimé depuis le début, dont finalement à la fois la culture, l'histoire, on va dire la façon de penser est systématiquement ramenée du côté de Trump à, en gros, des gens qui vivent dans le désert, en sandales, avec des turbans. Et je pense que pour la première fois, c'est pas quand il y a eu d'autres insurrections, il y a eu d'autres problèmes qui se sont posés aux États-Unis en raison de cette ignorance. Par exemple, le fait de ne pas avoir vu venir l'insurrection en Irak après 2003, le fait d'avoir sous-estimé l'émergence de Daesh. Par exemple, ce genre de phénomène s'explique par l'ignorance. Mais là, je pense que l'ignorance est une des raisons de l'échec probable
des Américains dans cette guerre. Je pense que, alors que tout est transparent, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que sur la question d'Ormuz, c'est un scénario que les Iraniens, dont les Iraniens avaient même discuté au niveau de leur parlement lors de la dernière guerre de juin 2015. Oui, 2025. 2025, pardon. La possibilité de fermer le détroit d'Ormuz avait été l'objet d'une discussion interne à l'Iran. Finalement, ça n'avait pas été jusque-là, mais c'est une possibilité. L'avoir ignoré, c'est complètement contre-productif. S'être imaginé que les Iraniens ne riposteraient pas comme ils l'ont fait sur les bases américaines et par répercussion sur l'ensemble des pays qui accueillent ces bases, là aussi, c'est quelque chose que les Iraniens avaient annoncé. Tout était finalement, tout ce qui s'est passé était annoncé, était prévisible. Voilà. Et on se retrouve avec un président qui dit qu'il a été surpris de la riposte des Iraniens. Alors qu'il a été surpris de l'arsenal des Iraniens, ça oui. Oui, il y a des choses sur lesquelles les Iraniens nous ont surpris, leur capacité d'action en dépit de la décapitation des états-majors, on va dire, l'élimination d'un certain nombre de personnages clés, est un élément quand même absolument incroyable de la part des Iraniens. Comment, pour continuer on va dire, exercer une pression à la fois sur Israël, sur les pays du Golfe, jusqu'à finalement continuer aussi à se coordonner pour le nord d'Israël avec le Hezbollah. Ça, c'est des choses quand même assez étonnantes d'un point de vue militaire. La capacité aussi à cibler des avions. Je vous rappelle que le même Donald Trump nous a expliqué plusieurs fois que l'Iran n'avait plus d'aviation, que en gros les États-Unis et Israël avaient la domination totale des airs. Bon, l'affaire de ce F-15 et précédemment l'affaire d'un F-35 qui avait été ciblé, pas détruit, mais ciblé par la défense antiaérienne iranienne, prouve qu'elle existe toujours et prouve que les Iraniens, dans ce domaine, ont encore des possibilités de frapper leur adversaire, même si ce n'est pas un domaine, et ça aussi c'est une chose qu'il faut comprendre à la base, sur lesquels les Iraniens ont investi considérablement. Ils ont fait le calcul, là aussi un certain nombre de chercheurs américains, je pense à des journalistes comme Vali Nasr par exemple, expliquent ça à longueur de temps, que les Iraniens, à partir de 2003, en voyant l'écroulement, vous savez, pour les Iraniens, la référence c'est l'Irak. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre Iran-Irak dans les années 80, que l'Irak a été aidé par l'ensemble du monde occidental pour infliger une défaite à l'Iran, et que cette défaite n'a pas eu lieu, mais que déjà à l'époque, l'Iran s'est retrouvé tout seul. Et l'Iran a perdu énormément des siens, près de 500 000 morts pendant cette guerre. L'Iran a fait, on va dire, son unité nationale autour de cette guerre, et le régime islamique en Iran s'est consolidé à travers cette guerre contre l'Irak, donc à travers cette guerre contre l'Occident, quelque part. Je pense que c'est un élément qu'on sous-estime largement. Et vous avez aujourd'hui des cadres, des gardiens de la Révolution, qui ont 50, d'entre 50 et 60 ans, qui ont combattu pendant cette guerre, qui ont fait leur classe, on va dire, dans l'armée, qui ont obtenu leur médaille, leur heure de gloire pendant cette guerre, et qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et donc, ils ont eu le temps d'observer, et il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont agi de la sorte, ils ont eu le temps d'observer la façon dont les Américains, en 2003, face à ce même Irak, avaient démantelé les structures du pays, avaient en 3 semaines obtenu la reddition de l'armée irakienne, structure ultra centralisée avec Saddam Hussein à la tête, et que ça avait été relativement facile pour les États-Unis, on va dire, de conquérir le pays. Et face à ça, qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens? Eh bien, ils ont décidé, tant à la fois au niveau du programme de balistique, qui d'ailleurs commence en 2003, le programme de balistique iranien commence d'ailleurs l'aide de la Corée Il y du avait Nord. plus de 20 ans. Ouais.
Voilà. Donc exactement à ce moment-là, les Iraniens décident d'investir massivement sur le balistique. Ils vont évidemment investir aussi progressivement sur les drones, sur lesquels ils réfléchissent depuis 1995. Donc vous voyez, c'est quand même pas, ça remonte quand même tout ça. 30 ans. Et donc les Iraniens vont avoir une expérience progressivement et vont définir un cadre de guerre asymétrique totalement inédit, sans investir nécessairement dans leur marine ou dans leur aviation. Alors la marine, ils vont investir sur des vedettes rapides liées justement aux activités dans le Golfe Persique, mais ils vont pas chercher, par exemple, à rivaliser, à construire des porte-avions pour rivaliser avec les Américains. C'est pas leur intérêt, et c'est pas comme ça qu'ils ont conçu la guerre. Donc cette guerre qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, elle a été pensée il y a plus de 25 ans par les Iraniens en fonction justement de ce qui se passait dans leur entourage proche. Et c'est une guerre asymétrique dans laquelle, finalement, ils ont déclenché, on va dire, l'arme majeure, qui est celle du détroit d'Ormuz, où si les choses restent en l'état, et on ne voit pas comment elles pourraient bouger finalement, parce que il semble que Donald Trump ait renoncé à l'option militaire de déblocage du détroit, la conquête de l'île de Karg et des îles. Par les troupes au sol. Bon, pour le moment, semble représenter trop de dangers ou trop d'imprévisibilité pour pouvoir être mené et avoir un certain succès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'Iran est en train de facto de rendre permanent, pérenne la prélévation d'une taxe sur les pétroliers et les navires circulant dans le détroit d'Ormuz. Je précise que en ce moment, il y en a, on va dire, une dizaine, une vingtaine par jour qui arrivent à franchir. En temps ordinaire, c'est entre 130 et 150 par jour, de part et d'autre. Donc imaginez la manne financière que cela représenterait pour l'Iran, de prélever 2 millions de dollars payables en yuan chaque jour sur chacun de ces navires. C'est considérable, ça oscille entre 50 milliards et 80 milliards à l'année, c'est-à-dire c'est plus que le budget de l'Iran, uniquement ce domaine. Alors là, ils ont proposé de le partager avec le sultanat d'Oman, qui a les eaux territoriales, qui a juste en face, c'est le sultanat d'Oman. Donc il y a une proposition qui a été faite d'ailleurs ce matin à l'Iran, a répondu au point américain, au point proposé par les Américains par une dizaine de points pour arrêter le conflit. Ça a été transmis ce matin via les interlocuteurs, les médiateurs. Ouais. Et donc, l'Iran propose justement ne va pas renoncer à cette manne financière et donc va de facto contrôler le détroit d'Ormuz. Donc, vous imaginez en fait que l'Iran est peut-être en train de réaliser euh, au niveau des équilibres régionaux, parce que forcément, les pays du Golfe, même s'ils sont attaqués par l'Iran aujourd'hui, vont revoir leur dispositif de sécuritaire et vont devoir de facto composer avec l'Iran. C'est déjà le cas du Qatar qui a demandé expressément aux Américains de retirer leurs troupes. Al-Udaï était la base la plus importante des Américains dans tout le Moyen-Orient. Et cette base est en passe d'être, on va dire, vidée, d'être abandonnée par les Américains sur demande des autorités qataries qui, aujourd'hui, ne veulent plus d'Américains sur leur sol. Donc, c'est considérable ce qui est en train de se passer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres pays arabes, le Qatar a déclaré sa neutralité, il ne reste que Bahreïn et les Émirats arabes unis à encore considérer peut-être entrer en guerre contre l'Iran, mais même l'Arabie Saoudite, en dépit des frappes dont elle est victime sur son sol, puisque une des installations pétrolières majeures saoudiennes a été ciblée ce matin par l'Iran en riposte à des frappes israéliennes sur ses usines pétrochimiques pendant le week-end. Donc c'est du tac au tac, hein, on voit bien. Et bien même l'Arabie Saoudite ne condamne pas. C'est-à-dire, en fait, il condamne, mais pour le moment, il ne rentre pas en guerre. Donc ils savent très bien que l'allié américain dans la région, bah, voilà, ça a eu son temps et qu'il va falloir recomposer les choses avec d'autres interlocuteurs, potentiellement la Turquie par exemple, la Chine évidemment. Vous allez avoir d'autres acteurs qui vont rentrer dans le jeu. Et aujourd'hui, l'Iran est en train de gagner sur la question du détroit d'Ormuz
peut-être ce qu'elle n'aurait jamais eu, même en obtenant le nucléaire, si vous voulez. Cette opportunité, cette aubaine que lui offre cette guerre, finalement, est en train peut-être déjà de redéfinir les contours de la région. Et ce qui est assez terrible dans cette histoire par rapport à Donald Trump, c'est qu'il a beau rentrer dans des colères sombres, même Oui. de détruire l'ensemble des... vous savez, le système électrique iranien, il est très très vaste. On est dans un pays de 1,5 million de kilomètres carrés, où Mhm. les centrales électriques, c'est pas comme en Ukraine, vous avez 4 ou 5 centres électriques qu'il suffit de viser pour potentiellement débrancher le courant dans une partie du pays. Là, c'est beaucoup plus compliqué. De même, les usines de dessalement, vous savez, de l'eau, l'Iran en a quelques-unes, mais elle traite à peu près 5% seulement de l'eau de l'Iran. Tandis qu'elles font l'usine électrique au Qatar, celle à Bahreïn, font 100% de la consommation d'eau à Bahreïn et au Qatar. Donc, si vous voulez, une attaque de drone sur ces usines de dessalement, eh bien, c'est terminé. Vous n'avez plus le Qatar potentiellement et le Bahreïn. Et en plus, l'Iran joue la saisonnalité puisque on arrive dans des périodes où les chaleurs vont monter. Si vous n'avez plus de climatisation et si vous n'avez plus d'accès à l'eau dans ces pays, vous ne pouvez plus vivre dans ces pays. Vous voyez. Donc, Oui. l'Iran possède un avantage incroyable alors que la réciproque n'est pas forcément vraie. Donc voilà. Donc on est dans cette situation où, pour répondre à votre question sur Donald Trump, il a beau vociférer, ce ne sont pas ces menaces qui aujourd'hui sont en mesure d'inquiéter l'Iran. Voilà, l'Iran est dans un combat total, dans un combat pour sa survie, dans un combat où, à la fin, si l'Iran survit tel quel, l'Iran aura gagné. Voilà, c'est tout. Oui, le simple fait de survivre dans cette guerre asymétrique, le simple fait pour le régime de tenir est une victoire face aux Américains. Est-ce qu'on peut dire que de toute façon, les Américains ne pourront pas poursuivre longtemps cette guerre? Vont-ils opter en effet pour des bombardements massifs une fois écartée une intervention terrestre pour contrôler le détroit d'Ormuz? En ont-ils encore les moyens? Le complexe militaro-industriel américain semble avoir du mal à suivre. Oui, du mal à suivre pour l'obtention de certains missiles. Les intercepteurs sont un problème aussi face aux balistiques iraniens, dont les quantités et la capacité finalement à continuer à générer des rampes de lancement pour leurs missiles étonnent. Ça devient extrêmement problématique pour Israël, où les 3 couches de protection antimissiles qui protègent Israël eh bien, sont à la peine. On voit qu'il y a beaucoup plus de missiles iraniens en ce moment qui arrivent à percer qu'au début du conflit. Au début du conflit, c'était 3% seulement. Aujourd'hui, on est monté à 27%. Donc, vous avez énormément de dégâts. Hier, vous avez eu un immeuble civil qui a été frappé à Haïfa et avec des morts. Donc voilà. Donc ça, le problème des intercepteurs est colossal. Le problème d'un certain nombre de missiles qui viennent nourrir ces intercepteurs aussi, des munitions. On continue à user, par exemple, les Tomahawk. Il en reste plus beaucoup aux États-Unis. Donc ça, c'est des missiles qu'on ne peut pas renouveler comme ça à la dizaine, à volonté. Il y a peu de production. Les systèmes de défense antiaérienne, que ce soit les THAAD ou les Patriotes, l'Amérique en produit quelques dizaines par an, et donc ça ne se remplace pas comme ça. Donc il y a aussi la question des radars ultra sophistiqués, dont certains ont été détruits par l'Iran. Bref, Mm. oui, c'est un effort de guerre considérable. Pouvoir bombarder, les Américains peuvent le faire pendant voilà, je rappelle souvent qu'entre 1965 et 1975, 7,5 millions de tonnes de bombes ont été déversées sur le Vietnam uniquement. Donc les États-Unis ont la capacité, oui, de faire ce qu'on a appelé à l'époque, nom d'ailleurs donné par les Américains eux-mêmes, le carpet bombing. Ça, ils peuvent Ouais. faire.
mais le carpet bombing ne résout pas la situation au sol. Le carpet bombing ne fait que renforcer les liens entre les gens qui sont bombardés. Et il a toujours été illusoire, mais je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi davantage de journalistes ne le disent pas au début des conflits. Quand on entend on va frapper les installations et les gens vont se soulever en Iran pour mettre à bas le pouvoir, pourquoi ça ne se produit pas? Déjà, tout simplement parce que quand il y a des bombes dans la rue, on ne sort pas de chez soi, on ne va pas aller manifester contre le pouvoir alors qu'on est bombardé. Et en plus, on commence à réviser nos points de vue quand un certain nombre de gens meurent autour de soi. Et là, il y a plutôt une tendance à l'unité. Ça s'est vu dans plein dans plein de circonstances, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, où les bombardements anglo-américains sur l'Allemagne n'ont contribué en rien à l'anéantissement du régime allemand, au contraire, ressoudant la population autour de ses dirigeants. Et sans envoi de troupes au sol, on n'obtient pas la reddition. Alors, certains pourront arguer que oui, dans le cadre de la Serbie, avec le Kosovo en 99, oui, la campagne de bombardement avait épuisé substantiellement la Serbie et permis, on va dire, l'éclosion d'un nouvel ordre avec un Kosovo, on va dire, semi-indépendant. Mais la majorité de la population au Kosovo était d'origine albanaise déjà largement. Donc c'était plus facile, on va dire, à instaurer que dans le cadre irakien, afghan, etc., où là, quelle que soit la campagne de bombes utilisée, hein, il y a eu des bombardements absolument massifs sur l'Afghanistan en 2001 au moment de la chute des talibans, il y en a eu beaucoup sur l'Irak aussi, ça n'a rien changé à la situation. Donc il y a toujours, ça c'est un vrai problème américain, mais qui est suivi aussi par des observateurs en France, qui consiste, y compris des militaires, qui consiste à imaginer qu'en fonction de la quantité de bombes déversées, on obtiendra un résultat. Ce n'est jamais le cas. C'est une position erronée, c'est la tentation de l'écrasement. Et Donald Trump y participe totalement. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs parce que ça change complètement de ce qu'on avait entendu de la part du même Donald Trump pendant sa campagne, critiquant allègrement Barack Obama, Joe Biden et autres pour les diverses interventions faites au Moyen-Orient. Donald Trump était un sceptique de l'intervention militaire massive dans d'autres pays. Et là, en fait, son propos démontre qu'en fait, ce scepticisme a disparu et que Donald Trump continue à prôner une supériorité militaire, tactique, technologique des Américains qui doit de facto changer les choses, alors que ça n'est pas le cas, et surtout ça ne se ressemble en rien à l'équation vénézuélienne qu'il a, on va dire, exécuté avec un succès assez frappant, mais c'est une opération de force spéciale très ponctuelle qui a permis en effet de faire bouger les choses, mais en aucun cas l'Iran n'était en mesure dès le départ de subir une chose similaire et d'avoir des résultats identiques. C'était complètement illusoire, et c'est là où Donald Trump peut-être la position on va dire du magnat de l'immobilier qui pense business, qui pense deal, finalement trouve ses limites face à la diplomatie traditionnelle qui, à mon sens, devra revenir, reprendre des couleurs, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Oui, mais alors, justement, quand on voit les positions qui étaient celles de Trump, comment expliquer qu'il se soit lancé dans ce bourbier? Moi, j'arrive toujours pas à me l'expliquer. Il y a plusieurs explications, évidemment, mais aucune ne me satisfait pleinement. Bon, mais c'est sûr que Donald Trump a subi des pressions internes de personnages dans son administration. Donald Trump, en fait, a promis de changer le visage de la politique étrangère américaine dans son premier mandat. Il a tenu d'ailleurs ses promesses dans le premier mandat, puisqu'il n'y a pas eu de guerre. Il se vantait d'ailleurs pendant sa campagne d'être l'un des rares présidents américains à ne pas avoir déclenché de guerre, et on lui en savait crédit. Maintenant, je pense qu'il y a eu... il y a plusieurs explications. Il y a eu des pressions en arrivant au pouvoir, au lieu de changer, on va dire, radicalement la politique américaine.
Donald Trump a préféré composer avec des éléments déjà existants, et notamment en conservant dans son entourage, voire dans son administration, l'élément néoconservateur. Comme lors de son premier mandat, un peu, hein, quand même aussi. Oui, tout à fait. Mais il aurait pu, alors qu'il avait prôné cette fois-ci une rupture vraiment conséquente avec l'État profond, il aurait pu se séparer de l'élément néoconservateur. Il ne l'a pas fait. Il a nommé Marco Rubio secrétaire d'État, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères américaines, c'est quand même très important du point de vue de la vision des néoconservateurs, la vision internationale des néoconservateurs. Il a gardé dans son entourage proche des personnages comme Lindsey Graham, toujours avec leur même philosophie, hein, c'est toujours comment une sorte de messianisme guerrier et la démocratie au forceps, encore que quand on regarde les effets, c'est plutôt le forceps et la démocratie à la fin est très vite oubliée. Mais il a gardé dans son entourage des gens de cette nature. Les liens avec Netanyahou, on aurait pu penser que Donald Trump aurait servi de grand frère, on va dire, capable de dire non, capable d'éviter justement cette course folle dans la restructuration du Moyen-Orient, qui est un espèce de puits sans fond, un abîme non réalisable, qui n'existe finalement que dans les propos eschatologiques de leaders religieux qui font partie de la coalition de Netanyahou. Ça aussi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en retrouve avec une Amérique qui aide non seulement Benjamin Netanyahou à rester au pouvoir, parce que lui-même est, on va dire, taraudé par des affaires judiciaires, mais en plus, quelque part, à cause de la proportionnelle intégrale en Israël, met en avant la philosophie et la vision de la vie de leaders ultra-religieux qui ne rêvent que d'une chose, c'est voilà, de remodeler totalement la carte du Moyen-Orient. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une sorte de dérive que Trump n'a pas réussi à mettre sous cloche, il n'a pas réussi à contrôler. Et je pense qu'il y a aussi le fait que Trump s'est imaginé, ou peut-être des gens autour de lui ont dit, écoute, avec l'islam radical, alors là aussi attention parce que régulièrement un savant mélange est entretenu par ces personnages entre l'Iran, souvent désigné comme sponsor numéro un du terrorisme international, et le terrorisme d'obédience takfiri, c'est-à-dire sunnite radical. Il y a une sorte d'amalgame qui est fait entre les deux, alors que l'histoire récente du Moyen-Orient nous prouve qu'au contraire, ces deux pôles de l'islam ont été très en compétition et que Hezbollah en particulier a affronté les éléments les plus radicaux de l'islam sunnite. Et donc ça, c'est complètement gommé. On nous explique donc l'Iran sponsor numéro un du terrorisme international, et donc peut-être que Donald Trump s'est dit Roosevelt a vaincu le nazisme, Ronald Reagan a vaincu le communisme. Et moi, je vais vaincre l'islamisme. Je laisserai mon nom dans l'histoire comme étant celui qui a mis un terme à l'Iran et à toute sa capacité de nuisance dans la région, qui a finalement ordonné ou coordonné la fin de cette menace. Peut-être que Donald Trump s'est imaginé ça. Voilà. C'est comme ça que je l'explique, parce que sinon, on arrivait à sacrifier possiblement ces élections de midterm, même si on sait que ces élections ne sont pas favorables aux candidats sortants. Hein. Ça avait été le cas avec George Bush et la guerre en Irak en 2004. Donald Rumsfeld, alors ministre de la Défense, avait payé les pots cassés de cette guerre mal embarquée en étant contraint de démissionner en 2006 à la suite de l'échec des élections de midterm. Donc là, est-ce que Pete Hegseth sera le fusible de Donald Trump si c'est la catastrophe pour les midterms? Pour le moment, on est encore assez loin des élections, mais enfin, il y a quand même il y a
il y a 7 mois, et les sondages sont absolument catastrophiques pour Trump. Voilà. Le rôle d'Israël, sa volonté de recomposer le Moyen-Orient, le Liban, profitant de cette guerre avec l'Iran pour justement pousser son avantage sur d'autres théâtres d'opération. Eh bien, est-ce qu'ils réalisent une bonne opération, ou bien est-ce qu'ils ont eu eux aussi les yeux plus gros que le ventre, comme l'a dit le chef d'état-major israélien, et l'armée israélienne est-elle menacée réellement d'effondrement? Bah, ça, j'en sais rien, mais visiblement, c'est un risque qui a été souligné par le chef d'état-major israélien récemment, hein, en disant que c'était plus qu'un signal d'alarme qu'il déclenchait. Il a parlé de 10 drapeaux rouges qui indiquaient qu'il y avait cette possibilité d'effondrement. Non, Israël a un problème démographique. Israël n'a pas de problème au niveau de ses objectifs, et on va dire, en tout cas, Benjamin Netanyahou a clairement défini ses objectifs depuis assez longtemps, notamment d'abattre l'Iran. Hein, c'est le plus long Premier ministre qui a connu la longévité la plus importante de toute l'histoire d'Israël. Et dès le début de son premier mandat, Benjamin Netanyahou avait annoncé ses intentions vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de la région. Il a en effet poussé son avantage à la suite du 7 octobre, tentant de régler le problème du Hamas, ensuite à la faveur d'une guerre qui a duré plusieurs mois contre le Hezbollah, au nord d'Israël et au Liban Sud. Ces guerres, il faut quand même le noter, n'ont pas pour ce qui est de Gaza ou du Liban, et on s'en aperçoit tous les jours, n'ont pas réglé les problèmes du Hamas ni du Hezbollah, ni des Houthis d'ailleurs, qui étaient une troisième menace sur Israël. Les Houthis ont toujours la capacité de frapper Israël avec du balistique. Donc tous ces groupes finalement ont été désignés, mais l'idée de régler le problème définitivement, c'est intéressant parce que l'autre jour j'ai fait un débat avec Ronnie Broman, donc grand humanitaire devant l'Éternel et israélien, et qui me disait depuis que je suis tout petit, j'entends toujours on va faire cette opération pour régler le problème du terrorisme définitivement. Et qu'à chaque fois, le problème du terrorisme n'est jamais réglé définitivement. Et en ce moment, ce qui est en train de se passer au Liban Sud, avec les difficultés, il faut regarder les choses en face, hein, que rencontre Israël pour établir sa zone, on va dire, de protection. Alors, au début, c'était jusqu'au fleuve Litani. Il semble que les ambitions, au vu de la capacité de résistance du Hezbollah, soient devenues moins importantes. On ne parle plus que d'une bande de plusieurs kilomètres, de 3 à 5 kilomètres sur le territoire libanais. Le problème est là, c'est que le Hezbollah, en effet, a été amoindri par la guerre qu'Israël lui a livrée, par de ses chefs, par l'affaire des beepers, qui a éliminé un nombre de cadres subalternes ou qui les a blessés gravement. Opération incroyable menée par le Mossad. On pensait que, en plus, en point d'orgue de tout ça, la mort de Nasrallah contraindrait l'organisation chiite à devenir, on va dire, un élément secondaire. Et on se rend compte que pas du tout. Le Hezbollah reste la pièce essentielle de l'édifice militaire au Liban, et que l'armée libanaise est proprement incapable de désarmer et le Hezbollah et de tenir ses positions même face à Israël. L'armée libanaise ne fait que reculer devant les injonctions d'Israël. Donc c'est très difficile pour les Libanais qui sont eux-mêmes victimes de ce conflit, eux-mêmes sur les routes. Vous avez plus d'1 million de Libanais qui sont remontés vers le nord. Moi, j'ai passé quelques jours à Beyrouth et dans la région, hein, au Liban Sud, à Saïda et dans la plaine de la Beka aussi, où je me suis rendu. Il faut imaginer, par exemple, vous ayez, par exemple, 15 millions de Français du Sud qui remontent vers Paris. Voilà.
Donc les Libanais, vous avez 5 millions de Libanais, vous avez 1 million de Libanais qui sont sur les routes et qui remontent. Vous imaginez un peu le cataclysme pour ce pays, qui est déjà un pays qui a encore des fantômes de la guerre civile qui l'habitent, avec des territorialités bien établies, où tout à coup des réfugiés venant d'un autre groupe d'un autre groupe plutôt religieux, qui s'installe sur un territoire ou chrétien, ou sunnite, ou chiite, etc. Et tout ça se mélange, évidemment, ça n'a rien de bon, parce que ça provoque des tensions, ça provoque, sans compter que tout ça se fait au milieu de pénuries, qu'il est très difficile de travailler à la fois pour les humanitaires, pour les journalistes, je vous en parle pas, c'est très compliqué de travailler au Liban, et donc cette circonstance. Ah, une nouvelle coupure avec Régis Le Sommier qui vient, voilà, peut-être va-t-il tout simplement se reconnecter, ce sera le plus simple. Et nous étions en train de parler avec lui du Liban, entre autres. Je vois qu'il cherche à se reconnecter. Y arrivera-t-il cette fois-ci, comme ce fut le cas la dernière fois? Voilà, probablement, on le souhaite, on va attendre peut-être un instant pour retrouver Régis Le Sommier, qui est notre dernier invité dans cette matinale de GPTV. Il va bientôt être 10 heures. Chers internautes, vous êtes très nombreux et on vous en remercie. Plus de 8000 sur tous les réseaux, 6000 sur YouTube. Voilà, Régis Le Oui, Sommier. Voilà, vous pouvez excusez-moi, continuer. mais bon, Ça voilà. arrive. Vous pouvez Bon, voilà. reprendre. Pour conclure, rien n'est réglé. Pour finir sur Israël, pénurie d'hommes. C'est-à-dire que pour contrôler toute cette vaste entité, parce que Israël également, faut pas l'oublier, a une présence en Syrie, sur les zones druzes, et donc tout ça, ça fait énormément de soldats, ça fait énormément de déploiements, avec peu de permissions pour ces soldats. Une immense majorité de l'armée israélienne est composée de réservistes, qui eux-mêmes ont des activités, sont des chefs d'entreprise, travaillent, et quand ils sont à la guerre, ben, ils peuvent pas faire ça. Et donc, pour l'économie israélienne, c'est aussi très, très inquiétant. Pour terminer peut-être cet entretien, Régis, l'aspect mondial quand même aussi de cette guerre, le Pakistan qui est un élément médiateur, la Chine, la Russie qui intervient, semble-t-il, de plus en plus dans ces négociations. Quelle est justement pour vous cette vision globale? Vous disiez tout à l'heure aussi, pour ramasser un peu une série de questions auxquelles vous allez pouvoir répondre, l'Iran qui connaît bien les États-Unis qui connaissent très mal l'Iran, est-ce que finalement c'est le Nord qui connaît mal le Sud et le Sud qui nous connaît beaucoup mieux aujourd'hui? Les BRICS, l'intérêt que peut trouver la Russie finalement dans cette guerre, dans son conflit avec l'Ukraine, dans Ça cet fait beaucoup de ensemble. questions. Hein. Ouais, ça fait beaucoup trop de questions, mais on n'a pas un temps infini. Ouais. Et c'est pour ça que je ramasse tout ça dans votre libre propos sur ce sujet. Je vais essayer de synthétiser. Non, je pense que Voilà. là, depuis le départ, est partie prenante de ce conflit. La Chine également, en fournissant à l'Iran d'ailleurs des cibles. Israël est avec les États-Unis, la Chine et la Russie sont avec l'Iran, c'est clair. D'abord, du point de vue aussi du matériel, puisque on se rend compte qu'un certain nombre de missiles iraniens sont fabriqués en Iran, mais avec beaucoup de composants chinois. Donc les Chinois aident depuis très longtemps l'Iran. C'est d'ailleurs leur cordon ombilical. Sans la Chine, l'Iran n'aurait pas pu tenir ce régime de sanctions pendant 47 ans. Donc c'est pas étonnant de les retrouver à la manœuvre, même s'ils ne sont pas directement participants. Et les Russes, pour la question du renseignement, oui, clairement, au début du conflit, l'Iran avait été capable
de frapper le poste de la CIA à Riyad, dans la région de Riyad, c'est évident que c'est pas l'Iran lui-même qui a trouvé où se trouvait le poste de la CIA pour l'Arabie Saoudite. C'est forcément les Russes ou les Chinois qui ont donné cette information et plein d'autres informations sur également l'AWACS, avion américain à 700 millions de dollars, une sorte de bijou, une sorte de tour de contrôle du ciel qui oriente tout ce qui est bombardier, chasseur à 30 000 pieds au-dessus du sol. Le AWACS détruit sur la base en Arabie Saoudite, sur la base américaine en Arabie Saoudite. Eh bien, ça, c'est évidemment du renseignement que les Russes ont donné aux Iraniens. Donc ça, mais vous remarquerez que ça intervient un peu dans les récriminations de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que Donald Trump pense que c'est de bonne guerre, étant donné que depuis 4 ans, les États-Unis eux-mêmes fournissent aux Ukrainiens du renseignement pour savoir où sont les Russes et pour pouvoir permettre de les cibler. Donc, quelque part, il y a une sorte de voilà, vous faites ça, on fait ça, et on va pas voilà, envenimer les choses autour de ça, même si ce genre d'attitude montre que à la fois la guerre d'Ukraine et la guerre d'Iran ont tendance un peu à se rejoindre et qu'on a, à travers ces deux conflits, une potentialité de quelque chose de bien plus vaste à l'échelle de la Terre, puisque là, on est dans un peut-être dans un risque de troisième guerre mondiale si les choses dégénéraient, quoi. Voilà. Mais donc ça, c'est inquiétant. Maintenant, sur la big picture, comme on dit, comment les choses vont se recomposer, c'est difficile de le dire en l'état, mais il est clair que la région ne va pas rester la même, ne sera plus jamais la même que Ouais. avant ce conflit. Et il est clair que les nouveaux acteurs, hein, que sont la Russie, mais je mettais l'accent aussi sur la Turquie. Vous avez des pays comme l'Égypte aussi qui ont vocation à dire à être plus présentes, parce que d'abord les médiateurs classiques, hein, le sultanat d'Oman par exemple, Ouais. n'ont plus voilà, non plus le même poids qu'avant le conflit, encore que ils vont sans doute tisser des alliances, et on voit bien que l'Iran est déjà dans une position d'après-conflit, puisqu'il propose au sultanat d'Oman de partager la taxe maritime sur les bateaux qui traverseraient le golfe d'Ormuz, le détroit d'Ormuz, pardon. Donc on est déjà dans une projection sur l'après-guerre d'Iran, tandis que les États-Unis sont toujours dans le flou quant à leurs objectifs. C'est ça aussi un des grands enseignements de ce conflit, c'est qu'on a un acteur qui, et c'est totalement nouveau pour les États-Unis et même pour Israël, d'avoir un acteur qui, au cours d'une guerre, est capable de dicter ses conditions, qui n'est pas non seulement pas d'effet, ou en tout cas si même militairement il est plus faible, il a réussi stratégiquement à démontrer des aptitudes incroyables et une capacité pendant le conflit à remodeler et à rebattre les cartes de l'équilibre du monde. C'est ça qui est fou, et c'est ça qui est en train de se passer. Les États-Unis avant étaient habitués à affronter des ennemis, que ce furent les talibans, que ce furent Al-Qaïda en Irak, Daesh, ou le Hezbollah ou le Hamas pour Israël, qui Mhm. n'avaient pas d'aviation. Alors l'Iran a très peu d'aviation, mais on l'a vu que l'Iran était capable de frapper. Quand Israël frappe les centres de recherche atomique en Iran, l'Iran frappe en retour Dimona, la centrale israélienne, avec un missile balistique dans la soirée. Quand Israël frappe les principales usines de pétrochimie iraniennes, immédiatement, l'Iran, ce matin, s'attaque aux principales usines saoudiennes de production de pétrole. Donc, vous voyez, il y a ça, on n'avait jamais vu ça avec les anciens ennemis
même à l'époque du Viet Minh, même si le Viet Minh avait de l'aide de la Chine déjà et de la Russie, c'était pas aussi flagrant en termes de technologie, en termes de où là, franchement, sur la question des drones, on se dit mais c'est fou quoi. D'autant qu'en plus, là c'est en plus une circonstance aggravante à mon avis pour les Américains parce que ce drone Shahid, qui est le Ouais. cauchemar finalement des pétromonarchies du Golfe, bah, on le connaît depuis novembre 2022. Quand il est entré en action en Ukraine, où déjà à l'époque, il avait perturbé considérablement la défense antiaérienne ukrainienne, occasionnant des ravages dans le système électrique de Kiev, compliquant les choses pour les Ukrainiens en plein milieu de l'hiver. Et donc depuis 2022, chaque hiver, et même au milieu, le Shahid est intervenu sur le champ de bataille en Ukraine. Et comment a-t-on pu imaginer que les Iraniens ne l'utiliseraient pas pour eux-mêmes, puisqu'ils l'ont fabriqué à la base. Donc, et après, autour de ça, vous avez toute la gamme des drones. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, pourquoi Trump hésite à envoyer des troupes au sol, c'est que vous risquez de vous retrouver, on l'a vu avec le Hezbollah un petit peu, on l'a vu avec les milices Hajj al-Shabi aussi en Irak, que le drone FPV est une arme absolument redoutable. Les Hajj al-Shabi ont réussi, on l'a vu sur une vidéo, à cibler un hélicoptère Black Hawk américain, d'ailleurs qui n'avait aucune protection autour de lui, ce qui est très étonnant aussi, ce manque d'adaptation, et sur certains chars Merkava au Liban Sud, mais on a vu que les drones FPV conçus et fabriqués par le Hezbollah, évidemment avec de la technologie iranienne et une aide russe, et bien que ces drones FPV étaient capables de faire des ravages, d'atteindre les chars Merkava israéliens. Donc on est dans un moment où beaucoup de choses sont mises en cause. La guerre asymétrique à laquelle on est en train d'assister se terminera peut-être par une victoire militaire américaine, on va dire, dans l'amplitude des dégâts qui ont été causés à l'Iran Mhm. en termes stratégiques par peut-être une victoire iranienne. Hein, mais on le sait, enfin, en plus, on le sait que de l'histoire. Hein, suffit de remonter à la guerre d'Algérie pour réaliser que la guerre d'Algérie avait été gagnée militairement par l'armée française, en particulier la bataille d'Alger, et que politiquement, ça a été une défaite. Donc voilà, stratégiquement, là, l'Iran a encore beaucoup d'atouts, et elle a aussi une capacité de nuisance supérieure parce que rien ne l'empêche finalement de boucher le détroit de Bab al-Mandab en actionnant les Houthis qui ont dit qu'ils étaient entrés en guerre, qui pour le moment sont relativement discrets, mais ça, l'Iran peut très bien accélérer le tempo, et même avec les milices chiites irakiennes qui sont un potentiel militaire considérable, avec des combattants très aguerris qui ont combattu contre Daesh, etc., et qui peuvent très bien entrer en action et causer beaucoup plus de problèmes aux Américains encore qu'ils n'en causent aujourd'hui sur leur base et sur leur centre, notamment en Irak. Voilà. Et c'est de l'arrogance des Occidentaux qui est un responsable du fait de cette impréparation, le fait de ne pas justement avoir tiré, entre autres, les conclusions d'une guerre qu'ils ont pourtant en partie initiée, qui est la guerre en Ukraine. Ils auraient dû y réfléchir, ils auraient dû s'y préparer, ils étaient normalement aux premières loges, hein. Oui, mais si vous savez, c'est assez caractéristique ce défaut de connaissance, ou en tout cas cette manière de regarder son monde, de vivre dans un entre-soi. C'est un défaut qu'a l'Amérique parce qu'elle est très peu connectée au reste du monde quand on y réfléchit, ne serait-ce que géographiquement. Donc vous avez en plus la conception de Manifest Destiny aux États-Unis, qui est de l'unicité du pays, du fait de cette sacro-sainte croyance que les Américains sont une espèce unique au monde et que le monde entier veut ressembler à l'Amérique. On est éduqué depuis des générations aux États-Unis avec cette idée dans la tête, ce qui fait que pourquoi s'intéresser aux autres? Or, le problème, c'est que ne pas s'intéresser aux autres est pénalisant
quand on mène des guerres comme celle-ci. C'est ça le problème. C'est que imaginez que les Iraniens, globalement, sont des types en sandales qui bricolent des bombes au fond de caves et de tunnels au fin fond d'un désert. Ça n'aide pas quand ce type vous présente des drones ultra performants et des missiles balistiques capables de perforer le dôme de fer. Quand vous réalisez ça, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai sous-estimé? Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de m'intéresser à mon adversaire. C'est ce qu'avait écrit Sun Tzu dans l'art de la guerre au VIe siècle de notre ère. Donc ça remonte qu'il ne fallait jamais sous-estimer son adversaire et que ça pouvait être une cause de défaite. Voilà. C'est ça. Exactement. Bah, écoutez, la suite rapidement, puisqu'il y a un ultimatum qui court jusqu'à ce soir, et on verra bien si en effet une campagne de bombardement massif, c'est ce que dit Axios ce matin, un plan de bombardement massif serait prêt. Oui, enfin, parce que tous les lundis, là en l'occurrence on est mardi, ils nous relèguent propos pratiquement le verbatim de Donald Trump sans vraiment d'analyse pour nous expliquer qu'il y a un plan et en général Trump le fait le lundi pour à destination des marchés et le vendredi vous avez les tweets vengeurs parce que il n'y a pas de cotation le week-end. Donc c'est souvent et Axios c'est bon c'est très bien, David Barak, très bien, a ses entrées. On a compris qu'il parlait assez régulièrement avec Donald Trump. Mais entre parler avec Donald Trump et offrir de l'analyse, la contextualisation sur ce qui est en train de se passer, c'est autre chose. Donc il y a le suivisme et puis il y a les vraies informations. Et là, vous avez quand même d'autres médias américains un peu plus efficaces et un peu plus critiques. Dont le Wall Street Journal, par exemple, ou le FT, qui ont des véritables analyses. Moi, je me méfie beaucoup d'Axios. Voilà. Donc, possibilité aussi d'un accord, finalement, il semblerait même, vous l'avez relayé, je crois, sur X, que selon certaines informations, J.D. Vance aurait conseillé à Trump d'accepter un plan en 10 points et que Trump n'a rien trouvé d'autre à répondre que de l'envoyer en Hongrie soutenir Orban, hein, c'est ça. Oui. Mais je crois qu'il y a d'ailleurs plusieurs. Enfin, il y a deux camps. Hein. Vous avez toujours Netanyahou et Lindsey Graham qui dit non, continue, n'accepte pas. Et puis vous avez J.D. Vance, Tulsi Gabbard, dont d'ailleurs le poste est menacé, qui continue à. Vous considérez que le poste de Tulsi Gabbard est menacé aujourd'hui? Oui. Depuis la démission de Joe Kent, clairement, elle est accusée par Trump d'avoir couvert Joe Kent, qui a eu des propos évidemment extrêmement critiques sur le lancement de cette guerre en Iran.